Sylvie de Nantes, je travaille à la Direction régionale des affaires culturelles PACA, ministère de la Culture, dans le service d'architecture, et je suis depuis pas mal d'années en fait spécialisée sur le patrimoine du XXe siècle, son étude, sa reconnaissance, sa prise en compte, et en particulier sur le label Architecture contemporaine remarquable dans toute son ampleur, puisque ça commence avec des repérages, des études, mais aujourd'hui, et c'est ce qui maintenant finalement m'occupe le plus, ça va jusqu'à des recommandations en matière de travaux et d'intervention. Je me pose souvent cette question, qui est peut-être finalement assez banale, c'est que est-ce qu'il n'y a pas par nature un paradoxe à parler de patrimoine du XXe siècle? C'est-à-dire que la question, c'est que l'idée de patrimoine renvoie d'une façon générale à quelque chose qui est ancien et renvoie à la démarche d'une société de production qui produit relativement peu et surtout qui produit des objets faits pour durer. Le XXe siècle renvoie à une société de consommation, même si on sait très bien que la société de consommation existe depuis bien avant, depuis le XIXe siècle, les grands magasins, etc. Mais enfin, c'est quand même évidemment un des signaux les plus importants, c'est cette idée d'une société de consommation. Donc, il s'agit de produire, d'expérimenter, de consommer, et la conséquence évidente, c'est est-ce que c'est fait pour durer? Donc, quand on parle de patrimoine au XXe siècle, on intervient d'une façon qui n'est pas naturelle, finalement, par rapport à l'intervention patrimoniale sur des périodes plus anciennes. Et de fait, on intervient sur des objets, des composants dont la durée de vie peut être problématique. Alors c'est vrai que le terme de patrimoine, d'ailleurs, a posé beaucoup de questions, y compris dans l'identification du nouveau label qui ne s'appelle plus patrimoine du XXe siècle, mais architecture contemporaine remarquable. Et je crois qu'il y avait en effet eu des propositions pour que le mot héritage soit utilisé. Bon, en français, héritage, ça a un autre sens, mais enfin, dans son sens le plus global, encore que patrimoine aussi d'ailleurs, dans son sens le plus global, c'est effectivement ce qui nous arrive. Quels que soient ces objets, de toute façon, ils sont là. Au fond, c'est ça qui nous arrive tout le temps, c'est qu'on a un très grand nombre de choses sur lesquelles la connaissance est encore incomplète, évidemment, encore qu'on ait beaucoup travaillé depuis une vingtaine d'années, mais on n'a pas le choix. Le tri sur les héritages des périodes plus anciennes s'est fait de façon naturelle, c'est fait par le biais des destructions. Nous, au XXe, bien sûr qu'on a eu des faits de guerre, mais il y a eu la reconstruction, et donc on a une masse énorme de qualité inégale et de durabilité inégale. Dans cette masse, il y a des objets iconiques. Ceux-là, finalement, ils relèvent du champ des monuments historiques. D'une certaine manière, ils sont traités comme tels. Ce n'est pas ceux-là qui vont nous poser le plus de problèmes. Ce qui pose des problèmes, ce qui questionne, c'est effectivement tout ce qui est série, et pas seulement, tout ce qui est ordinaire. Il y a les deux choses, en fait. Il y a la série, mais il y a l'ordinaire. On va avoir des composants industriels qui relèvent de la série et du grand nombre, mais on va peut-être avoir aussi des composants traditionnels, moins nombreux,
sur d'autres échelles d'objets qui sont banales aussi, peut-être encore plus finalement, parce que, alors eux, pour le coup, ils passent totalement inaperçus. Et ils passent en général au travers des mailles du filet. C'est toute une production qu'on ne voit pas, qui est en place et qu'on ne voit pas, et évidemment, qui risque de disparaître sans qu'on s'en aperçoive, sur des objets déjà moyens, en fait. Attraper ces objets de la banalité, ça veut dire qu'on prend conscience, d'abord nous-mêmes, puis qu'on essaye de faire prendre conscience à nos interlocuteurs, maîtres d'ouvrage en particulier, de la matérialité des objets et de l'intérêt qu'il y a à préserver la matérialité. Parce que cette matérialité originelle, c'est une plus-value, c'est une valeur ajoutée. C'est la valeur culturelle de l'architecture. Alors progressivement, effectivement, on commence à avoir ce regard, mais c'est difficile à défendre. Évidemment, à l'heure actuelle, c'est compliqué de justifier la sauvegarde de ça. Mais il faut qu'on apprenne à le faire voir. Si on apprend à le montrer, si on dit aux gens, mais là vous avez une porte assez ordinaire, sauf qu'elle est à sa place et qu'en la réparant, on peut peut-être la garder, je crois que les gens peuvent entendre. Le problème, c'est une prise de conscience, vraiment. Et y compris sur des objets, sur des ensembles signés, sur des réalisations signées. Ce qu'on essaye de faire, c'est assez rapidement, quand on étudie un bâtiment, d'essayer de mettre en évidence ce que j'appelle des identifiants patrimoniaux, c'est-à-dire des caractéristiques, ce qui le qualifie. Et ce qui le qualifie, bien sûr, ça va être le plan, la masse, la forme, les distributions, etc. Mais ça peut être aussi... alors, c'est pas forcément dans les 6 critères, mais voilà, les critères sont suffisamment souples pour qu'on puisse y trouver notre compte malgré tout. Et donc, ça peut être aussi de pointer, justement, les composants, quels qu'ils soient, qui sont en place et qui méritent d'être conservés. Je crois qu'en réalité, ce qui est important, c'est une idée d'ensemble, c'est la constitution d'un tout. Voilà, c'est peut-être ça l'idée. La constitution d'un tout, ce tout est fait de parties, dont certaines sont effectivement plus spectaculaires, mais qui pour autant ne peut pas se passer des autres. Et c'est l'ensemble de cette matérialité, de cette authenticité qui qualifie. Alors, la question suivante, c'est mais alors est-ce qu'il faut tout garder? Alors même que, et notamment le label Architecture contemporaine remarquable, a pour doctrine d'être ouvert aux évolutions. Et là, donc, on marche vraiment un peu sur un fil. Et bon, c'est quand même toujours des affaires au cas par cas. Mais je peux vous donner un exemple. On travaille en ce moment pas mal sur la station de ski des Ors, dans les Hautes-Alpes. Station bon, très remarquée au moment de sa réalisation. Évidemment pas toujours très bien entretenu, puis il y a un vieillissement naturel, notamment parce qu'on a utilisé par exemple du bois, mais bon, les bétons aussi, tout est soumis évidemment à un vieillissement et usure. J'ai des questions là en ce moment à peu près toutes les semaines là-dessus. Comment on traite les tavaillons de bois qui sont usagés, éclatés, noircis, etc. Les copropriétés posent la question.
Mais après tout, est-ce qu'il faut vraiment les remplacer à l'identique ou est-ce qu'on peut utiliser des matériaux de substitution? Et ces questions, en fait, elles vont se décliner pour une bonne partie des composants. Et souvent, ça nous remonte parce que les copros disent bon, c'est toujours la même histoire, hein, ce serait plus cher, etc., etc. Ce qui n'est pas prouvé, on le sait très bien. Mais voilà, ça, c'est précisément du banal qui arrive un peu à son terme partout au même moment. Et sauf que c'est vraiment ce qui caractérise et qui qualifie. Donc, à nous d'essayer de montrer justement que ça participe de ce tout. Et que si on enlève morceau par morceau et qu'on substitue n'importe quoi, on aura perdu la qualité et justement cette valeur culturelle de l'ensemble par une série de substitutions qui le déqualifient. La notion de corpus, bien sûr, c'est l'approche, c'est une des entrées pour étudier. En même temps, on s'aperçoit, et on le lit de plus en plus, qu'il y a une telle variété, il y a une approche qui est tellement hybride, finalement, parce que les pratiques, je pense au moment de la reconstruction, les pratiques font que d'un côté, il y a le développement, bien sûr, de pratiques industrielles, mais en parallèle, et pour de nombreuses raisons, d'éloignement des territoires, etc., je pourrais vous donner un exemple, font que, en parallèle, et quels que soient les architectes, finalement, on a des pratiques concomitantes. Donc la notion de corpus, oui, bien sûr, mais en réalité, à chaque fois, et c'est ce qui est passionnant, et c'est ce qu'on a appris, enfin, je crois, au bout d'une génération, finalement, c'est qu'il fallait absolument affiner le regard, aiguiser le regard, mais qu'il y a une production, finalement, qui est aussi contextualisée. Et c'est à la fois ce qui en fait la richesse, je crois que c'est aussi ce qui permet de l'inscrire dans des récits. Et peut-être de participer à la faire aimer et partager. Pour comprendre, on va adopter finalement les deux démarches, la recherche documentaire classique, les archives, les catalogues, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'archéologie du bâti, tel qu'on l'entend au sens large, et qui va et aussi, je dirais, d'écoute et d'échange avec l'habitant, avec les témoins, avec toutes les précautions, bien sûr, qui s'attachent à ce témoignage, mais je crois qu'il y a aussi une part d'ethnologie qui va justement compléter le travail strictement documentaire. Et c'est les allers-retours qui vont nous éclairer sur les intentions d'origine, mais sur les évolutions et les adaptations. Donc finalement, on a parlé d'archéologie, on a des stratigraphies, là aussi, sur lesquelles, au départ, on n'a pas de connaissances. Et qui sont très révélatrices, bien sûr, des interventions et qui peuvent nous guider sur les évolutions, on ne va pas dire subies, mais dont ont fait l'objet les bâtiments. Le problème, c'est que lorsque des nouvelles affectations, des transformations sont envisagées, parce que nous, c'est souvent à ce moment-là qu'on est appelé, il y a beaucoup de ce second œuvre ou de ce décor qui a été conçu dans l'esprit d'une œuvre totale. Et ça, effectivement, documenter pour mieux connaître, c'est absolument indispensable. Mais la question suivante, c'est comment préserver, comment arriver à préserver lors d'une transformation. Et il y a des cas où c'est extrêmement compliqué. Et pourtant,
tous ces revêtements, qu'ils soient de murs, de sol, etc., bien sûr, racontent une histoire, racontent aussi une part de l'image qu'on veut se donner. À l'ancienne Caisse d'épargne de Toulon, qui était un très beau bâtiment de Jean-Gérard Mathiot, il y avait des boiseries, il y avait des décors de céramique émaillée, il y avait même un lustre colonne en plexiglas extraordinaire, sauf que l'ensemble a dû être transformé en appartement. Et il y avait aussi dans le patio un très grand décor de capron. Et ça, c'est un... Alors là, on est quasiment dans des unicomes en plus, dans des œuvres conçues pour le lieu, mais ça, c'est un vrai déchirement parce qu'on est très mal à l'aise pour réinsérer ces choses-là quelque part où on les sort de leur histoire, on les sort de leur contexte, de leur objet d'origine. Le label architecture contemporaine remarquable n'a pas pour objet justement de conserver tous ces intérieurs, puisque il faut être ouvert aux évolutions. Donc, pour les monuments iconiques du XXe siècle, la question se pose, et d'autres pourront en parler mieux que moi, je pense. Pour tout ce qui est label, c'est très difficile parce que soit c'est pas du tout identifié, et donc il y a un risque de disparition si ça n'a pas été documenté en amont, soit du fait même qu'on l'ait identifié, nous, on lui attribue une valeur, et à partir de ce moment-là, il y a une autre menace qu'on connaît bien qui fait son apparition, c'est précisément la valeur attribuée et donc le marché de l'art. Et là, on rentre dans autre chose qu'on a tous connu de près ou de loin, qui fait que finalement, on a participé à faire monter la cote de certains objets ordinaires. Ce n'est pas une histoire nouvelle, ça existe depuis. Mais est-ce que nous n'y participons pas d'une certaine manière en les étudiant et en leur attribuant cette valeur qu'ils n'avaient pas. Donc on est dans quelque chose qui est un peu compliqué quelquefois. Et le maintien in situ, c'est difficile d'avoir cette exigence. Ça nécessite que l'élément soit accepté par l'usager et qu'il ne soit pas totalement démodé. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'on attend qu'il ait retrouvé, en fonction de son public, une valeur, justement. Donc là, il y a tout un tas de paradoxes et qui sont encore plus importants pour les périodes où on travaille, nous. Ce que je veux dire, c'est que on peut exiger d'un châtelain dans un beau château, enfin exiger, espérer, qu'il accepte des conditions un petit peu difficiles ou un environnement qui va être un peu contraignant. Quand on est dans des situations urbaines et sociales plus complexes, on peut difficilement avoir ce type d'exigence. On ne peut pas imposer à quelqu'un de vivre dans un environnement qui ne lui convient pas du tout. Donc c'est à nous, effectivement, de faire comprendre quelle est la valeur ajoutée de cet environnement, des composants, par exemple. Alors, je pense que l'idée d'une matériothèque est absolument à encourager, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont appelées à disparaître, qu'on le veuille ou pas, du fait de leur grand nombre, du fait, on n'en a pas parlé aussi, mais enfin de certaines pressions en termes de transition énergétique qui ne nous facilitent pas le travail actuellement.
et qui s'accélèrent et contre lesquels on n'est pas forcément les plus forts. Et donc, il y a l'idée d'une matériothèque me paraît tout à fait soutenable, souhaitable, à la fois comme ressource documentaire, mais bien sûr comme ressource en termes de formation pour les jeunes architectes. Il y a aussi, je crois, en parallèle et en complément, peut-être... on ne peut pas le dire comme ça, mais un conservatoire des savoir-faire, on ne peut pas dire une matériothèque des savoir-faire, mais un conservatoire des savoir-faire, parce que, et au fond, quels que soient les composants, il y a quand même des personnes, à un moment, qui ont su les mettre en œuvre, qui ont su les adapter, et là, il y a probablement une transmission dont il faut s'inquiéter et qui est, je pense, qui est une voie d'avenir.